Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle session. Nous sommes ravis de vous avoir ici et j'aimerais vous féliciter d'avoir participé à toutes les sessions du programme. Aujourd'hui, je suis modérateur avec Agustine. Je m'appelle Frédéric. Toutes mes excuses. Voilà. Aujourd'hui, nous avons nos modérateurs Agustine Ocana, fondateur de la coalition Global Youth, et je suis Frédéric Binamongou. Je suis responsable de l'engagement stratégique et du plaidoyer pour l'Afrique chez GYC et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez une toute nouvelle perspective, un tout nouveau point de vue sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Prochaine diapositive. Donc, le but aujourd'hui, c'est de comprendre le changement climatique, de comprendre les leçons des autochtones sur le changement climatique et l'action climatique, comprendre aussi les garde-fous qui sont nécessaires pour mettre en place des solutions fondées sur la nature. Et nous allons aussi essayer de comprendre ce qui se cache derrière la COP 30. L'ordre du jour est le suivant. Nous allons tout d'abord vous accueillir. Ensuite, nous allons recevoir Abdoul, puis Sheila, 20 minutes par orateur et oratrice. Et ensuite, nous aurons Morse, puis nous passerons à une session de questions-réponses. Nos orateurs incroyables sont présents aujourd'hui et vont nous parler des communautés autochtones. Nous commencerons par Abdul Wahid Khan, chercheur doctorant de l'université d'Oxford, Sheila Merfoot aussi, gardienne de la sagesse pour la communauté autochtone, et Morse Coagas Flores, responsable des droits humains pour les peuples autochtones et les minorités au Haut Commissariat aux droits de l'homme. Donc, Augustine, je te donne la parole. Merci beaucoup, merci Frédéric. Je suis ravie de vous voir si nombreux aujourd'hui. Je pense à Alexis, notre modératrice, qui était censée être notre modératrice aujourd'hui, mais elle ne se sent pas très bien malheureusement. Donc nous lui envoyons beaucoup d'énergie et nous espérons qu'elle se remettra bientôt, qu'elle sera bientôt sur pied. Donc désormais, nous allons souhaiter la bienvenue à Abdul Wahid Khan, qui est un chercheur doctorant en géographie et en environnement. Il mène des recherches sur la gestion des biens communs à Chitral au Pakistan et sur les conséquences de la nationalisation sur les communautés locales. Il s'intéresse à la sagesse locale et à l'importance spirituelle et environnementale des biens communs et a contribué à des débats sur le changement climatique, en particulier sur ses effets sur les communautés montagnardes. Il s'intéresse particulièrement aux droits des peuples autochtones, aux populations pastorales et montagnardes, à la gestion collective de l'environnement et au processus de gouvernance internationale. C'est un honneur pour moi de te voir ici, de t'accueillir ici, Abdoul, et j'ai hâte d'apprendre de ton expérience et de ta recherche, et merci de nous avoir donné autant de temps. Merci beaucoup, merci. Alexis, qui n'est pas là, malheureusement, eh bien, je pense à elle. Merci à l'équipe de m'avoir invité à parler de ce sujet. J'ai déjà participé à ce type de réunion auparavant et j'ai aidé Alexis à mettre en place le livret l'année dernière. Donc, je suis ravie d'être ici avec vous.
Et j'apprends toujours énormément de ce type de réunion. Merci beaucoup, Agustine. Merci, Fred. Merci à tous et à toute l'équipe organisatrice. Merci de me recevoir ici aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de vous parler de ce sujet aujourd'hui, de ce sujet qui est si important. Je vous parlerai donc des droits fonciers de la communauté autochtone. Je vais donc m'inspirer de ma recherche sur le Pakistan. Et le but de ma présence aujourd'hui est tout d'abord de vous parler des droits fonciers des communautés autochtones. Et deuxièmement, je sais que beaucoup de participants s'intéresseront à tout l'aspect recherche et universitaire aujourd'hui et se demandent peut-être comment on peut mettre en place du changement en utilisant la recherche et euh, l'universitaire. Donc, je vais vous parler de ma recherche. Voici ma recherche. Je vous parle donc de la bénédiction des biens communs qu'on appelle Musayo pour les communautés pastorales autochtones et les plus qu'humains de Chitral au Pakistan. Donc, je défends les peuples autochtones, mais également les plus qu'humains. Qu'est-ce que ça veut dire plus qu'humains? Eh bien, au départ, on les appelait non humains, mais le but est de donner bien plus d'agence. Un arbre n'est pas qu'un arbre, mais c'est un arbre parce qu'il existe, il a sa propre importance. Donc voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous pourrons débattre aussi, discuter. J'espère que vous apprécierez cette présentation, cette réunion, et je vais essayer de vous présenter toute ma recherche. Voici les grandes lignes de ma présentation. Nous allons parler de l'objectif de ma recherche, du point de vue du gouvernement, et je vais vous parler de la manière dont j'ai distribué en 3 parties ma recherche. Je vais vous parler du terrain en lui-même aussi, de l'écologie politique rurale. Et nous allons terminer par les leçons, la manière dont on peut contribuer à la résolution de ce problème pour les peuples autochtones. Un peu de contexte. Tout d'abord, comme je l'ai dit et comme j'ai cru le comprendre, il y a quelques difficultés techniques liées à l'interprétation, donc je suis désolée si vous n'avez pas accès à l'interprétation et si vous ne me comprenez pas dans l'autre langue. Je viens de Chitral, moi-même, et j'ai fait mon master là-bas. J'ai parlé avec plusieurs personnes là-bas sur les différents enjeux qui concernent la communauté. Et beaucoup de personnes m'ont dit, voici le plus gros enjeu, le plus gros problème auquel on soit confronté, c'est le fait que le gouvernement prenne nos terres. Donc, c'est un véritable problème pour la communauté pastorale. Et j'ai commencé par la suite mon doctorat. Il m'a fallu quelques années pour en venir à bout de mon doctorat, 4 ans environ. Et comme vous le voyez sur cette carte à l'écran, c'est au nord du Pakistan, près de l'Afghanistan, près de l'Asie centrale, près de la Chine aussi. Donc la géographie, l'emplacement géographique du Pakistan et du Chitral plutôt est important. Chitral était à l'époque un État princier avant l'ère coloniale et le gouvernement a décidé de nationaliser tous les territoires qui appartenaient à la population. Ah, je reçois quelques messages. Il semblerait que certaines personnes ne m'entendent pas, malheureusement. Est-ce qu'on peut confirmer? Est-ce que vous entendez correctement Abdoul? Désolé, à nouveau, nous avons quelques difficultés techniques en lien avec l'interprétation aujourd'hui, et notamment dans la cabine arabe et portugaise. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous entendez bien l'interprétation? Précisez si c'est en anglais, en espagnol, simplement pour vérifier que vous ayez accès à la version en anglais, à l'original. Désolé à nouveau pour ces difficultés techniques et toutes mes excuses, Abdoul. Ça arrive, c'est la technologie, c'est pas grave. Voilà, donc il s'agit du contexte, de la raison pour laquelle j'ai commencé à faire mes recherches. Puis, bien sûr, nous avons les moyens de subsistance qui ont été touchés par la situation et les agriculteurs ne pouvaient pas se nourrir.
Et c'est comme ça que j'ai commencé mon doctorat. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de recherches universitaires, il est important d'avoir des objectifs précis, un contexte universitaire derrière et une perspective universitaire. Donc, je me suis demandé ce qu'étaient les biens communs. Il m'a fallu comprendre l'ontologie et l'épistémologie de la terre partagée dans le Chitral. Et j'ai surtout pris un tournant ontologique en tant que praxis décoloniale. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en place au cours de cette recherche. Le but était aussi de créer un discours culturel pastoral autochtone alternatif et plus qu'humain. Et enfin, théoriser l'affiliation homme-nature, la relation entre l'homme et la nature à travers la conception locale au mosaïo. Et je suis sûre que vous entendrez aussi parler de cette relation entre l'homme et la nature de la part d'autres universitaires autochtones. C'est une relation importante. Ensuite, pourquoi est-ce important? Puisque les fonctionnaires de l'État essaient d'expulser, ou plutôt le gouvernement essaie d'expulser la population de leurs terres et de leurs maisons, et donc c'est une dynamique intéressante et importante qui est utilisée notamment au sein de projets pour le changement climatique. Les projets du gouvernement en lien avec le changement climatique influencent les biens communs, c'est-à-dire le TBTT notamment. Nous essayons de planter beaucoup d'arbres, mais surtout nous utilisons les terrains des, de la communauté pastorale. Donc, c'est une situation difficile pour la population. Certaines personnes sont déplacées, ou doivent quitter leur foyer, n'ont pas accès à leurs moyens de subsistance habituels. J'ai présenté les résultats en 4 chapitres différents et ça vous aidera à comprendre un peu mieux le sujet. Tout d'abord, la nationalisation des biens communs et la politisation de Chitral. Donc, ça va même au-delà des communautés autochtones. Les communautés autochtones sont apolitisées, elles ne sont pas prises en compte dans les décisions politiques et tout le paysage politique. Mais surtout dans le cas du Chitral, les Chitralis sont des personnes éduquées, paisibles. Donc c'est ce discours qui a mené à l'exclusion politique de la communauté des Chitrales. Il y a de plus énormément de zones urbaines à Chitral, donc il est difficile pour les personnes qui vivent en dehors de pouvoir se rendre là où ont lieu les événements politiques et d'être au courant euh, du paysage politique. Je vous parle aussi de l'ontologie foncière, de l'attachement au lieu et des biens communs à Chitral. Il est donc question de l'ontologie matérielle, de la manière dont on voit les biens communs, la manière dont on voit la terre. Et la terre, souvent, est vue comme un matériel, comme une ressource seulement, alors que dans beaucoup de communautés autochtones, c'est bien plus qu'un objet matériel, c'est disons, une ontologie spirituelle, intégrale. Et les biens communs sont considérés comme des foyers pour les fées, notamment, et les esprits, les entités sacrées. Et la terre est vue en tant que patrimoine partagé et en tant que responsabilité collective. Et cette terre est utilisée comme source d'identité et d'appartenance. Et donc, il s'agit d'une véritable communauté que représentent les biens communs. Et tous ces enjeux n'apparaissent pas dans les mesures politiques, dans tous les débats politiques actuels à Chitral. Nous sommes marginalisés et tel est le point de vue de la communauté autochtone de Chitral. Nous sommes exclus du débat. Et donc, je souhaitais mettre l'accent là-dessus. Nous avons également le concept de paysage culturel, d'identité intégrée, la fusion de l'environnement physique, des pratiques culturelles et du sentiment d'identité collective.
mais également la relation entre la culture et le paysage. Donc j'ai essayé de vous apporter ce point de vue dans ma recherche. Autre chose, lorsqu'il s'agit du plus qu'humain, il s'agit des relations plus qu'humaines dans les biens communs des Chitralis. Souvent, quand on parle de terre, eh bien, on pense souvent aux ressources humaines, mais dans beaucoup de communautés autochtones, ça concerne aussi les plus qu'humains, entre guillemets. Il existe une dynamique intéressante lorsqu'il s'agit de la gestion des montagnes, du paysage. Certaines montagnes appartiennent à des fées, par exemple, à des esprits. Et certaines montagnes sont considérées comme les filles de fées ou d'esprits. Donc peut-être que ça ne vous paraît pas logique, mais pour cette communauté, il existe cette coexistence, cette relation entre les deux, et cette relation existe depuis longtemps. Et donc j'ai essayé de mettre l'accent sur cette perspective et sur la manière dont on peut décentrer l'être humain, se concentrer sur la Terre, et comment on peut inclure ça par la suite dans les mesures politiques pour apporter plus de droits aux plus qu'humains également. J'ai également utilisé la poésie comme méthode de recherche et vous vous demandez certainement pourquoi. Et parce que la poésie est intéressante, c'est la manière dont on communique, la manière dont on exprime ses sentiments aussi les uns avec les autres. Et il existe différents poèmes qui existent sur la civilisation, notre relation à la terre, les plus qu'humains notamment. Et c'est parfois utilisé dans la recherche. Et ça nous permet, au cours de nos recherches, d'avoir d'autant plus de données, des données efficaces en dehors du parcours universitaire et de la recherche universitaire. Je vais accélérer un peu, il me reste peu de temps. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Les revendications des autochtones sur les terres communes. Il s'agit donc de la manière dont on utilise et on entretient ces terres communes depuis des milliers d'années. Nous avons l'exemple du bunki, ce qui veut dire de la terre. Il n'y a pas d'histoire liée au fait que ces personnes viennent d'ailleurs. Elles viennent de cette terre et ces terres leur appartiennent. Nous avons aussi des histoires orales, des contes populaires, des histoires vraies des ancêtres. Toute cette relation avec la terre est d'autant plus importante. Et ce qui est intéressant également, de mon côté, je viens du Pakistan. Le Pakistan date de 1947 et certaines personnes sont même plus âgées que le Pakistan lui-même. Donc, voici quelques extraits du terrain, des idées que certaines personnes ont émis. Nous avons par exemple les pâturages qui sont nos gauges réserves de nourriture avenant de maison et qui permettraient à quiconque d'aller dans son gauge. La nature que le gouvernement prétend aujourd'hui préserver n'aurait jamais existé sans nous, par exemple. Et il nous faut donc naviguer entre ce que le gouvernement fournit à la population et tous ces enjeux également. Il existe également la société civile association, ou l'association de la société civile plutôt, ainsi que des affaires judiciaires et tout un tas de discussions sur les biens en commun. Voici désormais une méthodologie de la recherche décoloniale. Il s'agit donc de références et parfois on peut se sentir comme déconnecté de la recherche en tant que jeune universitaire. Donc il est important de travailler avec humilité. Et si vous n'êtes pas un universitaire, essayez d'écouter les autres, essayez d'entendre les histoires qui existent depuis très longtemps et essayez de
d'utiliser des méthodes non coloniales, des histoires orales, par exemple, de faire des recherches. Souvent, les communautés autochtones hésitent à faire des recherches, ce type de recherche, parce qu'ils ont été exploités depuis si longtemps. Il est donc important de les inclure en tant que co-chercheurs dans le sujet de vos recherches. Il s'agissait donc de conseils pour les jeunes universitaires. Également, le plus important, utilisez votre pouvoir en tant qu'universitaire pour faire entendre votre voix par le biais d'écrits. Je l'ai vu moi-même, c'est possible. Et quand on leur dit qu'on a rédigé un doctorat pendant 4 ans, qu'on a rédigé tel ou tel article, alors on se dit tout de suite, oui, cette personne sait de quoi elle parle et on peut tirer profit des connaissances de la communauté autochtone. Également, n'hésitez pas à présenter les droits fonciers autochtones comme une demande authentique et légitime dans le cadre de l'État-nation. Parfois, ils ont l'impression de ne pas être légitimes, de ne pas avoir leur place, mais vous devez en réalité continuer à défendre cette idée et vous battre pour cette idée. Il est aussi important de préserver les connaissances, les coutumes, les rituels et les autres ressources importantes liées à la terre et essayer de préserver la communauté et les connaissances de la communauté. Et enfin, il nous faut rendre à la communauté et construire une relation à vie avec la terre. Essayez bien évidemment d'être aussi respectueux que possible avec ces personnes qui vous ont aidé au cours de vos recherches. Je crois que je vais désormais conclure. Nous allons passer à vos questions. Je vais attendre de voir si vous avez des questions et si nous en avons le temps, à la fin, je répondrai à vos questions. Et je suis impatient d'entendre nos autres orateurs. Merci beaucoup, Abdoul. Merci pour cette conversation si profonde. Et c'est important, en effet, de soutenir ces communautés. Il y a quelques jours, nous avons eu une conversation à ce sujet, au sujet de la poésie et du fait de mettre en place tout un programme poétique sur les conflits actuels, notamment en Palestine. Et pour moi, c'est si intéressant de t'entendre parler de la poésie aussi. Et tu fais des recherches autour de ce sujet, tu inclus la poésie, et c'est important de parler de la manière dont on s'exprime, la manière dont on exprime nos sentiments. Merci beaucoup, Abdoul, merci pour ta présentation, et je suis impatient d'en entendre plus à ton sujet par la suite, et nous recevrons les questions pour ta présentation à la fin. Désormais, je donne la parole à Frédéric. Alors, j'aimerais simplement vous rappeler que nous aurons une séance de questions-réponses à la fin de cette réunion. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions, dans le chat, et puis nous y reviendrons à la fin de la réunion. Encore un grand merci à Abdul Khan de nous partager son grand puits de connaissances sur les relations avec les communautés autochtones, l'importance de les inclure dans les différents programmes, dans les processus de recherche, d'inclure les savoirs autochtones dans nos différents processus. Alors, pour revenir à la réunion, nous allons maintenant donner la parole à notre deuxième intervenante, Sheila Barefoot. Je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom. Non, c'est très bien. Donc, Sheila est une défenseuse des droits humains et de l'environnement. Après avoir été diplômée dans le secteur de la génétique et de la biologie végétale à l'université de Berkeley. Elle a travaillé au centre de santé amérindien de San Francisco.
en tant qu'aide-soignante et ensuite elle a obtenu un master en santé environnementale à Johns Hopkins et puis elle a continué à se concentrer sur les inégalités en matière de santé chez les populations autochtones. Elle a eu le privilège de travailler avec des dizaines d'organisations locales et d'apprendre à leur côté. Et actuellement, elle codirige le comité de planification du sommet des peuples autochtones. Elle fait partie de l'équipe du projet de cartographie des pesticides de Coming Clean et elle est mentor pour la promotion, 2025 des Young Climate Leaders of Color, à savoir des jeunes leaders climatiques issus de minorités ethniques. Et aujourd'hui, elle nous va nous parler, de l'intersectionnalité, heu, des questions, autochtones. Et elle va nous parler de ses recherches sur le consentement, libre, préalable et éclairé. Elle travaille également, sur, des questions de création artistique. Bienvenue, Sheila. Merci beaucoup Frédéric. Mes excuses concernant mes diapositives, je sais que je les ai envoyées à la dernière minute et je vous rejoins là à travers, mon téléphone. Alors, il y a plusieurs micros qui ont été allumés au niveau des interprètes. Mes excuses. Alors, là, je vous rejoins via mon téléphone. Est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible pour quel est-ce que quelqu'un d'autre pourrait, diffuser mais transparent? Oui, bien sûr, notre technicien va diffuser vos diapositives. Merci beaucoup. Alors pendant ce temps, je voudrais, clarifier quelques points et je voudrais moi aussi féliciter Abdoul pour, sa présentation, absolument exceptionnelle. Moi aussi, je travaille, sur la spiritualité autochtone et je voulais, souligner à quel point c'est important de prendre en compte ces questions parce que malheureusement, en dehors, des contextes autochtones, on a tendance, à, mettre de côté des, dimensions culturelles. Ces, questions culturelles ont tendance à être marginalisées, à être exclues, alors qu'elles font partie intégrante des identités autochtones. Ma présentation portera sur, comme je vous l'ai dit précédemment, l'intersectionnalité entre le racisme environnemental, la violence contre les terres ancestrales et le manque de compréhension. Alors ça, par contre, c'est pas ma présentation. Donc le manque de ma présentation portera sur le manque de compréhension de la décolonisation et de ses liens avec le tokenisme. Au niveau, individuel, on ne peut pas prendre les choses d'un point de vue, individuel. C'est, une perspective collective qu'il faut prendre lorsque on parle de, décolonisation et nous ne pouvons pas, comprendre la décolonisation sans prendre en compte des transformations matérielles, à savoir, le rapport aux terres ancestrales. Pour protéger les vies autochtones, il faut protéger leurs terres. Et pour protéger ces différents modes de vie, il faut encore une fois protéger ces terres autochtones. Vous avez sûrement entendu parler, du concept de consentement préalable, éclairé et libre. Il s'agit de donner aux communautés autochtones la possibilité de participer aux traités qui sont adoptés en ce qui concerne la gestion des ressources et des, terres. Il s'agit également, d'inclure les communautés autochtones pour lutter contre la violation des droits fonciers
L'idée, c'est, de lutter contre tout type de violation contre les droits autochtones. Donc ce consentement préalable, libre et éclairé permet aux communautés autochtones de participer, au processus de décision. Merci pour les diapositives. Donc l'idée, c'est de donner aux communautés autochtones les informations nécessaires et pour qu'elles puissent participer au, processus de prise de décision. Par exemple, aux États-Unis, et malheureusement, c'est une pratique qui est toujours en vigueur, il y a, beaucoup de cas dans lesquels il y a une mauvaise représentation des communautés autochtones. La question des de la représentation des gouvernements tribaux est un sujet d'actualité. Normalement, quand on choisit un représentant, les, prises de décision sont très claires. Il y a des modalités officielles qu'il faut respecter. Malheureusement, elles ne sont pas toujours respectées pour, les communautés autochtones. Et maintenant, je parlerai donc de ce concept de consentement. Le consentement doit être validé dès le début de la prise de décision. C'est un concept qui est très important parce que malheureusement, le consentement est trop souvent bafoué. L On ne prend pas le temps d'envoyer des validations de consentement et très souvent, cela porte préjudice surtout aux femmes et aux enfants. Les consentements, respecter le consentement, c'est une façon, de respecter, les droits des peuples autochtones. Alors, je ne vais pas, lire toute la diapositive, mais voici un extrait de Amber Stork, c'est un texte qu'elle a écrit, elle est elle-même universitaire et elle a fait un travail remarquable sur l'intersectionnalité entre, la libération des populations afro-américaines et la question des populations autochtones aux États-Unis. Elle parle de transition équitable, entre autres. Alors, je vais lire une partie de l'extrait. La souveraineté autochtone se base sur la croyance que, les peuples autochtones ont le droit inhérent à l'autodétermination, à l'autogouvernance et à l'autonomie politique et sociale. Il faut donc, respecter le savoir, autochtone. Donc cela fait, clairement écho à ce qui a été dit, jusqu'à présent. Nos visions du monde et nos mondes scientifiques doivent être respectueux des savoirs autochtones et ils doivent les inclure. La délégitimisation de la souveraineté autochtone est malheureusement trop fréquente, mais malheureusement, cela met en péril les interactions des peuples autochtones avec le reste du monde. Là, vous avez une biographie de Amber Stark, c'est l'universitaire dont je vous parlais, dont je viens de vous lire un extrait. Elle est donc, défenseure, des droits de l'homme, théoriste décoloniale, critique, culturelle. Elle fait partie de la nation, Creek. Elle est, d'origine, Yuchi, Quapaw et Cherokee et Shawnee. Alors je veux respecter le temps imparti, donc je vais un peu vite. Mais là, c'est une citation qui dit que la décolonisation doit entraîner la rapatriation de la vie et des terres autochtones et ce n'est pas une métaphore, c'est une chose concrète que nous voulons faire pour améliorer nos sociétés et nos écoles. Il va falloir mettre en place de nombreuses mesures
pour concrétiser la décolonisation. Il ne s'agit pas seulement de changer nos modes de pensée, de nous déconstruire, il nous faut également changer nos états d'esprit pour nous débarrasser des visions coloniales qui continuent à envahir nos consciences, nos imaginaires et qui menacent les sociétés autochtones. Et c'est un processus qu'il faut mettre en place. La décolonisation est un processus qui demande des sacrifices et des changements profonds pour restaurer les modes de vie et les terres autochtones. Il faut prendre très au sérieux ces processus de décolonisation et il faut agir. C'est pourquoi nous demandons le respect du consentement préalable libre et éclairé afin d'éviter que les terres ancestrales continuent à être mises en péril. Je voudrais parler de l'impact de l'extraction minière et des industries pétrolifères et gazières. Concernant la violence parallèle, la déshumanisation, coloniale des personnes autochtones et des personnes afro-américaines ont entraîné, des effets absolument désastreux et le fondement même de la, mentalité coloniale, c'est de traiter ces populations ethniques comme des citoyens de seconde zone et comme de la propriété finalement. C'est-à-dire que ces peuples afro-américains et autochtones sont considérés comme inférieurs. Et ce qui rend cette configuration possible, c'est qu'il y a cette croyance selon laquelle ces populations ne méritent pas le même traitement que les autres populations ethniques. Et donc, cela vi- vient bafouer le droit à l'autonomie de ces populations. Et ensuite, la décolonisation passe également par la destruction du patriarcat, parce qu'il faut prendre en compte la dimension féminine de notre rapport à la nature. Là, je voudrais vous parler d'un concept qui s'a- plutôt d'un phénomène. Il s'agit de toutes les femmes et filles et personnes Two Spirits qui ont été disparues ou qui ont été tuées. La destruction écologique d'oléoducs par des violations sexuelles, des agressions contre les femmes et très souvent en fait, on parle de campements masculins, d'hommes qui sont là pour construire ces oléoducs et comme ils ne sont pas ils ne sont pas membres des communautés autochtones, ils pensent avoir, totale impunité et donc ils se rendent responsables, d'actes hautement condamnables. Nous avons, de nombreuses institutions juridiques qui, permettent, de, tenir pour responsables les auteurs de ces agressions. Mais aujourd'hui, il y a une augmentation de 70 des agressions, sexuelles et le taux, de, criminalité contre les femmes autochtones est 10 fois plus élevé que pour les restes des femmes des États-Unis. Donc c'est une situation dramatique et tout cela, a lieu à cause du capitalisme raciste
Le capitalisme raciste, c'est un concept qui a été introduit par l'activiste Cedric J. Robinson, c'est-à-dire que le capitalisme vient avec des dynamiques raciales et du racisme. Alors, il est 6 heures du matin ici, donc mes excuses euh, si je fais des petits dérapages. Le capitalisme raciste, donc, est un phénomène qui a des impacts très concrets sur nos corps, sur nos terres, parce que ces entreprises ont un seul but, c'est l'acquisition de profits et le fait de pouvoir exploiter des minéraux critiques, des minerais critiques. Les, nous avons mis en place un cadre qui permet de mesurer l'impact environnemental des processus d'extraction et l'impact que cela a sur les communautés autochtones aux États-Unis. Cela a des impacts directs sur les communautés autochtones aux États-Unis. Et là, vous avez une liste de tous les produits toxiques qui émanent des processus d'extraction. Les chimiques que vous voyez dans cette liste entraînent des l'obésité a des effets délétères sur la santé comme le diabète et tout cela est dû au processus d'extraction, mais aussi à cause de l'industrie agroalimentaire. Cela entraîne des impacts phénoménaux sur les communautés autochtones qui sont déjà elles-mêmes victimes d'une marginalisation des systèmes de santé. Elles sont exclues des systèmes de santé de par leur éloignement, entre autres. Et en plus de cela, ces communautés autochtones sont encore plus exposées à ces produits toxiques. Cela a des impacts délétères sur les processus de reproduction et cela met en péril les capacités d'action même de ces communautés autochtones. Il y a un vrai racisme médical, donc. J'ai toujours voulu attirer l'attention sur l'impact des industries hydrocarbures et agroalimentaires. L'industrie hydrocarbures produit des plastiques, des pesticides qui sont hautement... Et donc, l'industrie de ces énergies fossiles est responsable de la production de pesticides et l'industrie des pesticides aux États-Unis représente 1 million de dollars. Nous pouvons défendre nos modèles agricoles. Là, vous voyez une femme qui fait partie de la communauté africaine, une autre qui vient de la communauté Cherokee, qui a sa propre ferme, qui s'appelle Sovereign Kitchen. Alors, en ce qui concerne les minerais critiques, et je m'arrête sûrement là, l'industrie extractiviste, l'industrie minière tente de se retirer des énergies fossiles. Mais malheureusement, la transition n'est pas vraiment positive. Et une grande partie des minerais des réserves en minerais se trouvent près des réserves autochtones. Et pour pouvoir extraire, par exemple, du cuivre, eh bien, cela entraîne la violation des terres sacrées. Pour moi, c'est une forme de génocide parce que il viole le droit aux terres autochtones
seulement pour créer du profit, pour pouvoir extraire ces minéraux. Et tout cela, c'est un écocide. Et finalement, le but final, c'est de demander le déplacement de ces populations autochtones pour qu'elles finissent sur un autre continent. Ces industries violent les terres ancestrales et elles bafouent les droits des peuples autochtones. Alors, c'est à la prochaine diapositive. Alors, je sais que j'ai plus beaucoup de temps. Je finirai donc avec cette citation. Je suis convaincue que la souveraineté autochtone et la libération des personnes afro-américaines va demander une vraie transformation des institutions, des idéologies et des imaginations. C'est une vision qui doit respecter notre héritage et notre identité. Donc, pour nous débarrasser des chaînes du colonialisme, il nous faut nous rappeler d'où l'on vient et il faut identifier quelles sont les forces colonisatrices, notamment l'industrie extractiviste, et il faut nous saisir de nos revendications pour lutter contre les industries extractivistes. Le plus urgent, c'est de protéger nos terres, parce que protéger nos terres, c'est protéger notre humanité. Je sais qu'il va leur faire des sacrifices, mais aujourd'hui, le système colonial nous rend malades, a des impacts délétères sur notre santé. Vous l'avez vu, nous sommes exposés à des produits chimiques. Donc, notre mode de vie actuel a des impacts délétères sur notre santé et cela doit changer. Je sais qu'il y aura de nombreux questions à la fin et je serai très heureuse d'y répondre. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation si intéressante. Pour les participants qui ont eu le temps de voir ta présentation, eh bien, je suis persuadée qu'ils auront des questions par la suite. Sur nos réseaux sociaux, nous partagerons les temps forts de la réunion et de la session, sur Instagram notamment, sur @globalnews. Nous avons aussi notre page sur LinkedIn, la page d'Oxford Net Zero aussi, mais également sur YouTube où toutes les vidéos seront publiées. Sans oublier, bien évidemment, le hashtag GYC 2025. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour ta présentation, Sheila. C'est un sujet des plus importants. Merci de nous avoir fait partager l'importance du fait de consulter les communautés autochtones. Et c'est quelque chose qui n'est pas respecté pour le moment en Équateur. Pour le moment, d'où je viens, eh bien, la situation est difficile également. Et nos communautés ne sont pas consultées non plus. Donc, il est important de faire passer ce message dans le monde entier, de faire entendre nos voix pour trouver des solutions. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième orateur, Morcé Coagas Flores. Morcé est responsable des droits humains pour les peuples autochtones et les minorités au Haut Commissariat aux droits de l'homme. En tant que défenseur des droits humains, il croit fermement en la philosophie ne laisser personne de côté. Morse s'implique dans l'autonomisation des peuples autochtones en améliorant leur compréhension des mécanismes internationaux des droits de l'homme et est également un fervent défenseur des droits des personnes LGBTQ+. Dans la poursuite de ces objectifs, il contribue à la sensibilisation
et à l'éducation du public en donnant des interviews et des conférences, notamment dans le cadre de discussions avec le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies. Je suis ravie que tu sois ici présent avec nous aujourd'hui, Morcé. Nous sommes déjà rencontrés lors d'une des COP précédentes. Je suis ravie que tu sois là et que tu participes au programme de GYC. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous, et à toutes plutôt. Voilà, je vous disais bonjour en langue autochtone. Donc, je fais partie de la communauté autochtone des Philippines. Je remercie ma collègue Sheila, mon collègue Abdul, d'avoir présenté ces sujets importants sur les communautés autochtones. Je vais donc contribuer au sujet. J'ai préparé deux parties. Quand on m'a demandé de donner cette formation, on m'a demandé de donner, disons, un aperçu du mécanisme des Nations Unies et de me concentrer sur les communautés autochtones, mais également les opportunités pour les communautés autochtones, pour les jeunes de manière générale. Et ces mécanismes sont généralement basés à Genève. Et d'un autre côté, pour les personnes, les jeunes qui sont présents à cette réunion, eh bien, je vous ai aussi préparé, disons, une sorte de résumé des participations des communautés autochtones lorsqu'il s'agit de négociations pour résolver le changement climatique. Donc, avant de commencer ma présentation, j'ai tout d'abord un sondage à vous proposer, parce que j'aime toujours savoir quelles sont vos connaissances à la base, si vous savez déjà telle ou telle chose sur le sujet. Donc, je vais vous poser quelques questions et vous pouvez tout à fait répondre dans le chat. Voici la première question. D'où venez-vous? De quel pays venez-vous? D'accord. Ouais, c'est génial. Tous ces pays. Ah, on dirait bien qu'on a toutes les régions du monde qui sont là aujourd'hui. Nous avons continent africain, beaucoup de personnes d'Asie aussi, d'Europe, parfait, d'Amérique du Nord. Très bien. Deuxième question. Est-ce que quelqu'un dans ce groupe s'identifie à la communauté autochtone ou appartient à une communauté autochtone? Si c'est le cas, eh bien répondez dans le chat. Nous avons Oraon, super, Kaketio, je crois que c'est une communauté des Caraïbes. Nous avons des Apaches, Akamba, le Kenya. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Je crois qu'il y a plusieurs communautés au Kenya. Nous avons des Quechua, Newa du Népal, des Rachés d'Éthiopie, Maasai. Parfait, merveilleux. Maintenant, pour ceux et celles qui ne sont pas autochtones, mais qui participent à cette réunion, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet? Pourquoi êtes-vous intéressé par les questions autochtones ou les populations autochtones en général? Allez-y, répondez. Ah, quelqu'un de Sicile précise qu'il est de Sicile et que c'est donc une île, et que c'est la raison pour laquelle il s'intéresse à la question. Nous avons Mohamed d'Indonésie, qui est le foyer de beaucoup d'autochtones. Oui, et c'est là qu'on trouve la deuxième plus grande communauté autochtone après la Chine. En Inde, il y a aussi beaucoup de populations autochtones. Hein, c'est intéressant, d'accord, pour en apprendre plus, pour la justice climatique. Parfait.
Excellent. Maintenant que j'ai les réponses à mes questions, voici ce que je vais faire. Je vais vous donner une sorte d'aperçu, de vision générale du sujet sur les communautés autochtones pour ceux qui sont là pour la première fois. Je ne vais pas vous poser de questions pour le moment, mais je vais vous donner quelques chiffres, quelques faits. Tout d'abord, quand on parle des communautés autochtones, il faut qu'on s'intéresse à qui ils sont. De combien de communautés autochtones est-ce qu'on parle exactement? D'après un rapport, quand on parle des communautés autochtones, eh bien, on parle de 470 millions d'habitants dans le monde qui vivent dans environ 50 pays. Donc, c'est une grande population. Et quand on parle de communautés autochtones, dans beaucoup de coins du monde, notamment en Afrique, en Asie, eh bien, la question est importante. Et dans d'autres parties du monde, en Amérique latine, par exemple, les communautés autochtones sont déjà reconnues dans la loi. Une chose qu'il faut comprendre est la suivante. Il n'y a pas de définition internationale de ce qu'est une population autochtone. Nous essayons de le faire depuis des années et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas définir des personnes qui existent depuis toujours. Ce que nous avons dans le droit international, eh bien, ce sont des critères. Et on parle de critères. Il y a deux critères. Certains sont des critères objectifs qu'on peut voir, qu'on peut quantifier, et d'autres sont plutôt subjectifs. Le critère le plus fondamental quand on parle de communautés autochtones et quand on identifie ces communautés, c'est le principe d'auto-identification. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand quelqu'un s'identifie en tant que telle ou telle communauté autochtone, Sheila pourrait appartenir à la même communauté, Marilyn aussi. Quiconque, toute personne peut s'identifier en tant qu'autochtone. Mais il y a un deuxième critère. La communauté à laquelle vous appartenez doit vous donner cette identification. Ma communauté autochtone aux Philippines doit me dire oui, en effet, cet homme appartient à notre communauté. Parce qu'autrement, la situation est risquée et c'est un principe dangereux, celui de l'auto-identification. Nous avons quelques défis à relever, quelques enjeux. Est-ce que, est-ce que l'auto-identification suffit pour appartenir à une communauté autochtone? Voici ce qu'il faut comprendre. La plupart des communautés autochtones dans le monde ont été sujets à des injustices. Quand on parle de personnes qui ont été opprimées, qui ont été confrontées au génocide, à des massacres, à un nettoyage ethnique, et ça continue à arriver aujourd'hui même, eh bien, ça touche les communautés autochtones. Quand on parle de ces critères subjectifs plutôt pour les communautés autochtones, eh bien, les communautés autochtones sont des personnes qui vivent dans le territoire, dans la zone dans laquelle ils vivent, et ils y vivent avant même la colonisation. Et ils ont été confrontés, opprimés, confrontés à un nettoyage ethnique, et ils veulent toujours maintenir leur identité. Malgré la colonisation et la formation de nouveaux États. Ils n'appartenaient pas à la formation de ce nouvel État. Donc, quand on s'identifie en tant que communauté autochtone, eh bien, ce sont des personnes qui vivent sur tel ou tel territoire depuis la formation de l'État moderne. Donc ça, c'est un critère. Donc, si vous venez d'une communauté qui vit sur tel ou tel territoire depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans, 8000 ans, 9000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans, 500 000 ans, 600 000 ans, 700 000 ans, 800 000 ans, 900 000 ans, 1000 000 ans, 1 million, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions, 10 millions, 11 millions, 12 millions, 13 millions, 14 millions, 15 millions, 16 millions, 17 millions, 18 millions, 19 millions, 20 millions, 21 millions, 22 millions, 23 millions, 24 millions, 25 millions, 26 millions, 27 millions, 28 millions, 29 millions, 30 millions, 31 millions, 32 millions, 33 millions, 34 millions, 35 millions, 36 millions, 37 millions, 38 millions, 39 millions, 40 millions, 41 millions, 42 millions, 43 millions, 44 millions, 45 millions, 46 millions, 47 millions, 48 millions, 49 millions, 50 millions, 51 millions, 52 millions, 53 millions, 54 millions, 55 millions, 56 millions, 57 millions, 58 millions, 59 millions, 60 millions, 61 millions, 62 millions, 63 millions, 64 millions,
avant même la création des États-Unis ou du Canada, par exemple, eh bien, vous êtes certainement une personne autochtone. Deuxième partie, les personnes autochtones qui ont une relation importante avec la terre, qui sont attachées à leur terre. Et c'est ce qu'Abdou l'a mentionné auparavant, la terre en elle-même, ce n'est pas une marchandise. Elle fait partie de la communauté autochtone. Le territoire en lui-même fait partie de la communauté autochtone. Et certains mots font référence à la communauté autochtone et au territoire en lui-même. Et ces personnes vivent sur ce territoire et ont vécu sur ce territoire avant même la colonisation. Je vais peut-être conclure. Autre défi que les communautés autochtones, auxquels les communautés autochtones sont confrontées, malgré la Commission des droits humains aux Nations, des droits pour les communautés autochtones aux Nations Unies, eh bien, les droits fonciers sont également importants. Sheila a parlé du consentement aussi. Tous ces éléments appartiennent dans la déclaration, apparaissent dans la Déclaration des Nations Unies. Je vais conclure maintenant et je vais vous montrer, j'ai une présentation, mais avant, j'aimerais vous préciser que quand on parle de communauté autochtone, eh bien c'est une communauté diverse et variée. Savez-vous combien de langues on parle dans le monde entier? Est-ce que vous pouvez deviner? D'après l'UNESCO, vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une idée? 3000? Non. 230? Plus. 10 000, c'est beaucoup trop. 7 000. 7 000 langues dans le monde. Et combien sur ces 7 000 langues sont des langues autochtones? 5 000 environ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? Eh bien, ça signifie que quand on parle de la diversité du monde, culturellement, linguistiquement parlant plutôt, nous nous concentrons sur les communautés autochtones. Il s'agit donc des langues qu'on parle. Et quand on parle des communautés autochtones, on parle de l'environnement, de l'histoire, d'identité, de toute une civilisation, les connaissances des montagnes, les connaissances maritimes aussi. D'après le rapport de l'UNESCO, chaque semaine, une langue autochtone s'éteint. Et je peux vous le dire, quand cette langue est morte, eh bien, c'est la fin de toute une civilisation. C'est la fin de toute une civilisation, de toutes les connaissances traditionnelles. Désormais, je vais passer à ma présentation. Je suis secrétaire du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones et les programmes de bourse pour les autochtones. Et ça, c'est important pour des jeunes comme vous qui appartenez à des communautés autochtones. Ça pourra vous être très utile. Donc, voici le fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones. Ce fonds offre un soutien financier sous forme de subventions pour que vous puissiez participer à des événements qui vous concernent. Si vous faites partie d'une communauté autochtone, eh bien, vous pouvez candidater à une bourse en tant que représentant direct de votre communauté ou en tant que représentant d'une organisation autochtone.
Comment est-ce que ça marche? Si vous êtes retenu, eh bien, on vous paie votre billet pour aller jusqu'au lieu de l'événement. Nous couvrons votre logement, votre nourriture aussi, les transports en commun et votre candidature votre demande de visa plutôt. Je vais vous donner un résumé sur les choses que ce fonds soutient. Tout d'abord, l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un organe consultif et son but est de fournir des recommandations et des conseils à l'ECOSOC. Donc, le but est de sensibiliser. Il s'agit donc du Conseil économique et social. Le but est de faire circuler des informations sur les questions autochtones et de vérifier que les mesures soient bien mises en place. La dernière session a eu lieu en avril, mai 2025, et si vous êtes intéressé par ce forum, eh bien, vous avez accès à la page sur Internet. Pour les communautés autochtones, c'est un des forums de plus haut niveau auquel il est important de participer. Pour les personnes autochtones elles-mêmes, eh bien, ce sont ces personnes qui parlent de leur gouvernement, des questions en lien avec leur économie, des questions sociales, culturelles et environnementales, l'éducation également et les droits humains. C'est le plus grand forum qui concerne les peuples autochtones. Il y a 3000 représentants qui s'y rendent et vous pouvez poser votre candidature et à travers le fonds de contribution volontaire, on peut couvrir vos frais de transport. Ensuite, il y a le mécanisme d'experts pour les droits des peuples. Et là, c'est toujours dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Ce mécanisme d'experts se rencontre pendant une semaine en juillet. Alors, la différence entre l'instance permanente et le mécanisme d'experts, c'est que le mécanisme d'experts dépend du Conseil des droits de l'homme. C'est-à-dire que toutes les questions de droits de l'homme relatives aux droits des personnes autochtones et que vous voulez soumettre des discussions, alors vous vous adressez au mécanisme d'experts. La réunion a lieu sur 5 jours et vous pouvez poser votre candidature à travers le fonds de contribution volontaire pour participer à ces réunions d'experts. Maintenant, le Conseil des droits de l'homme se réunit, lui, en mars, puis en juin, mais la réunion la plus importante pour les peuples autochtones, c'est en septembre. En septembre, le mécanisme d'experts, si vous n'avez pas pu vous y rendre en juillet, eh bien, vous pouvez participer aux discussions du Conseil de droits de l'homme parce que lors de ce conseil, eh bien, les experts du mécanisme d'experts font rapport de leurs discussions. Et donc, si vous voulez y aller en tant que membre d'une communauté autochtone, c'est aussi une opportunité. Alors, si vous avez peut-être entendu parler de l'examen périodique universel. C'est l'un des mécanismes les plus importants au sein des Nations unies. C'est un mécanisme, qui examine les situations de droits de l'homme dans les États membres, que ce soit des pays, développés ou en développement. Cela veut dire que chaque année, le pays doit soumettre un rapport sur la situation des droits de l'homme dans son propre pays. Alors, comment est-ce que les communautés autochtones peuvent participer à cet examen? Eh bien, des représentants des populations autochtones peuvent participer directement à cet examen périodique. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai très heureux d'y répondre.
Ensuite, les organes de suivi des traités. Là, c'est un peu plus technique. Les organes de suivi des traités, heu, représentent, les organes les plus techniques parce qu'ils s'appuient dans leurs travaux sur, des traités relatifs aux droits de l'homme, sur des conventions, notamment contre les discriminations faites aux femmes. Vous avez peut-être entendu parler de la CEDAW ou de la convention sur, les droits des enfants, sur les droits des migrants ou, les conventions contre la torture. Ces organes de suivi ont pour but, d'examiner l'application de ces conventions. Vous pouvez participer aux organes de suivi seulement si votre pays est signataire de ces traités internationaux, c'est-à-dire si votre pays a ratifié un de ces traités. Et si c'est le cas, si votre pays est signataire, alors la délégation doit présenter un rapport tous les 2 à 3 ans sur la façon dont le pays applique ces traités. Et là encore, vous pouvez participer à ces travaux si c'est votre cas. Il y a un forum, qui, s'intéresse aux liens entre, monde de l'entreprise et droits humains. Et là, il s'agit d'un, des plus grands c'est le plus grand rassemblement annuel au monde sur les entreprises et les droits de l'homme. Il a lieu en novembre pendant 3 jours et là, ce n'est pas un hasard si, les personnes autochtones sont représentées, les peuples autochtones sont représentés. Dans le cadre, de discussions sur, les activités des industries activistes, Sheila nous en a beaucoup parlé et maintenant, les entreprises multinationales, ça peut vous surprendre, mais elles sont en train de s'accaparer le langage des droits humains. Si vous, vous voulez défendre les droits humains, les droits de l'homme, rendez-vous à ce forum parce que vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucune entreprise, aucun gouvernement qui va reconnaître que, en effet, ils sont en train de bafouer des droits humains. Mais si vous, vous vous rendrez à ce forum en tant que témoin direct de ce qui se passe dans vos communautés, votre voix peut réellement porter. Maintenant, changement climatique. Parlons du changement climatique. Je sais, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Le changement climatique est un des sujets clés quand on parle des enjeux liés aux peuples autochtones. Les communautés autochtones sont celles qui sont les premières touchées par les effets du changement climatique. Elles contribuent le moins, mais elles souffrent le plus. Cela a été prouvé scientifiquement. La discrimination est un problème structurel et c'est absolument, effrayant de voir à quel point il y a un manque de représentation des peuples autochtones lors des COP. Dans les sessions des COP, il faut, se rappeler que la plupart des réunions ont lieu en anglais. Elles se déroulent en anglais et je me rappelle d'une fois où, dans une salle, on parlait de l'impact du changement climatique sur, la forêt amazonienne, mais on a refusé la participation des communautés autochtones, tout simplement parce que ces personnes ne parlaient pas anglais et donc ces personnes étaient en dehors de la salle de discussion, alors qu'on parlait de sujets qui étaient directement en lien avec, leur réalité quotidienne. Au sein de la COP, il y a tout de même, une structure spécifique aux peuples autochtones, à savoir la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones. Ils se réunissent une semaine avant la, COP, c'est-à-dire en juin en général, donc soit en juin, soit pendant, la COP. Dernière, information que je voulais vous partager porte sur, les programmes de bourse pour les autochtones et les minorités. C'est un programme, qui a bientôt 30 ans maintenant
un programme de bourse accessible en anglais, français, russe, espagnol et portugais. Donc si vous parlez l'une de ces langues, vous pouvez poser votre candidature pour, ce programme de bourse et si vous êtes sélectionné, on vous invite à Genève et on vous forme à tous les mécanismes dont je vous ai parlé jusqu'à présent. C'est une formation sur, une semaine, mais il y a aussi, d'autres formations, notamment des formations de 2 mois en Espagne. Il y a aussi une formation à Brasilia qui dure 2 semaines. Pour, les Russes, il y a un partenariat russe en Russie et pour, les communautés autochtones qui parlent français, ils peuvent se rendre au Cameroun ou au Québec, où il y a également des programmes de formation. Je m'arrêterai là et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Je rends le micro. Merci, beaucoup, Monse pour, cette présentation passionnante. Vous nous avez expliqué, tous les processus derrière, l'action climatique. Parfois, on souhaite, défendre, tout un tas de problématiques et on se concentre sur le changement climatique et on oublie qu'il y a, toutes ces plateformes, à travers lesquelles nous pouvons faire entendre, notre voix. Et c'est important, de garder à l'esprit qu'il y a des plateformes spécifiques dans lesquelles on peut se rendre. Nous, les jeunes, on a tendance à vouloir absolument aller à la COP parce que c'est l'événement avec le plus de visibilité, mais il y a d'autres plateformes. Donc merci de l'avoir rappelé. Merci Morcé. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions. N'hésitez pas à nous préciser si, ces questions s'adressent à Sheila, Abdoul ou Morse. Alors il y a une question qui s'adresse à vous 3. Est-ce que vous avez des recommandations de lecture, d'ouvrages que vous pourriez partager, au public? Voilà, n'hésitez pas à répondre à cette question. Quelles sont vos recommandations de lecture? Alors, rapidement, si vous voulez comprendre, il y a un rapport sur, les activités des populations autochtones dans le monde qui est publié et je vais mettre le lien dans le chat. Alors Sheila, des recommandations? Alors, je vais rebondir sur, les, poèmes et je vais vous recommander un poème postcolonial par, Nathalie Dias. Ouf, c'est une question difficile et il y a beaucoup d'ouvrages que je pourrais vous recommander. Mais si je devais en choisir un, il s'agirait de celui de Robin Wass, qui est d'ailleurs tout à fait en lien avec, mon, travail de recherche. Alors, une question pour Sheila, une autre pour Abdoul. Sheila, j'ai découvert, une exploit une j'ai découvert qu'il y avait, des, exploitations, des projets miniers à plus petite échelle. Est-ce que vous pensez que, c'est une activité qui peut être viable et qui peut être compatible avec les terres ancestrales? Alors tout dépend de l'intention et de l'échelle de l'exploitation minière. Si c'est une exploitation énorme pour extraire du lithium et c'est très souvent le cas, en ce moment, il y a un grand projet aux États-Unis, avec la participation de l'armée. Ils vont faire participer l'armée pour pouvoir extraire du lithium d'ici à 2035. Mais encore une fois, tout dépend de l'échelle de l'exploitation minière et ensuite, quelle est l'intention? Est-ce qu'il s'agit d'extraire seulement une certaine quantité de minerais pour, pouvoir, satisfaire des besoins essentiels? Ou est-ce qu'il s'agit seulement de faire du profit? Parce que si il s'agit seulement de faire du profit, très souvent, c'est la porte ouverte à de la corruption.
Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on accepte à nouveau des, dynamiques coloniales? Merci beaucoup, Sheila. Maintenant, la question pour Abdoul est la suivante. Quels conseils donneriez-vous pour, lutter contre le problème des, personnes des passagers clandestins? Le problème des passagers clandestins, c'est-à-dire qui profitent, du, système. Merci beaucoup pour votre question. Je vais tenter d'y répondre, sur le chat également. C'est un peu, différent s sur mon terrain de recherche parce qu'on parle, d'une approche très respectueuse de la gestion, des ressources et des terres. Mais très souvent, j'ai l'impression que, quand on parle de biens communs eh bien, il y a la question, des passagers clandestins et on parle souvent de la tragédie des biens communs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui exploitent les ressources et ensuite d'autres en profitent, mais avec une mauvaise intention. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en général, les communautés autochtones sont très attachées à leurs ressources, donc elles vont plutôt vouloir protéger leurs ressources. Mais comme je l'ai dit, il faut toujours, être généreux quand vous partagez, votre connaissance, mais il faut que ce soit également un échange mutuel, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les connaissances qui vous sont partagées par les communautés autochtones. Alors, on va également, diffuser, des contenus sur Instagram. Alors, nous ne sommes pas des grands fans des réseaux sociaux, mais c'est toujours une façon de donner de la visibilité à nos événements. Merci beaucoup et maintenant une dernière question pour Morcé. Quelle est la différence, entre les peuples locaux et les communautés autochtones? C'est une question qui a émergé lors de la COP, 29 et d'ailleurs, Sheila Barefoot a participé à l'une de ces discussions et en effet, la question s'est posée et j'avoue que moi j'ai été déstabilisée. Bien sûr, c'est une très bonne question. C'est u un enjeu qui est de plus en plus politisé et c'est important pour les générations de comprendre quelle est la différence. Alors la première question d'après moi, la première chose à démystifier, c'est la suivante. Quand on parle de peuples autochtones par rapport à d'autres groupes ou d'autres populations, les peuples autochtones sont des peuples qui, comment dire? I il y a des normes internationales qui définissent que ces groupes sont des groupes autochtones. Maintenant, il y a la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui établit des normes qui définissent clairement qui sont ces peuples autochtones. Quand on parle de peuples autochtones, on parle d'une architecture qui est déjà très présente et dans le système onusien, on définit très clairement les communautés autochtones, on les distingue des minorités ethniques, des, groupes afro-américains. Donc, tout d'abord, je dirais, il faut lire, cette déclaration, la déclaration 169 de l'OIT pour, avoir une définition claire de des communautés autochtones. Mais ce n'est pas au gouvernement de définir qui sont les, communautés autochtones. Non, c'est aux communautés autochtones elles-mêmes de se définir et de s'identifier en tant que telles. Parce que si c'est le gouvernement ou les organisations internationales qui définissent ce que sont les communautés autochtones, alors il peut y avoir des instrumentalisations et des manipulations. Ce
si vous avez déjà identifié qui sont ces communautés autochtones, alors il faut leur donner une voix, il faut leur donner un espace. Parce que je peux vous l'assurer, ces communautés se sont battues pendant des centaines et des centaines d'années pour être reconnues en tant que telles. Les communautés locales maintenant. Là, c'est plus compliqué. Dans la communauté internationale, il n'y a pas de statut juridique qui définisse le concept de communauté locale. Il n'y a pas de norme internationale qui définisse le concept de communauté locale. Alors, d'où vient ce concept de communauté locale? C'est un concept qui vient de pays qui ne souhaitent pas reconnaître leurs peuples autochtones. Pourquoi? Eh bien, parce que les droits des populations autochtones leur donnent des droits à leurs terres, des droits sur leurs terres ancestrales, des droits fonciers. Et malheureusement, ces terres se trouvent très souvent sur des zones stratégiques. Donc, si vous êtes membre d'une communauté autochtone, et d'ailleurs pour tout le monde, je vous encourage à ne jamais confondre communauté autochtone et communauté locale. Parce que au sein des Nations Unies, ils ont fait une erreur de vouloir distinguer communauté locale et communauté autochtone. Ils ont mis en place une plateforme qui porte le nom de plateforme de communauté locale et communauté autochtone. Et pour moi, c'est un leurre, ça ne devrait pas exister. Ne confondez pas les deux. Il y a déjà des normes internationales qui définissent les communautés autochtones. Maintenant, si on se pose la question, quelles sont les communautés locales? Eh bien, si vous êtes une communauté locale, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester et à prendre la parole dans ces instances internationales pour pouvoir être reconnu en tant que tel. Alors, je voudrais juste apporter une précision. Quand on parle de population, utiliser le terme de peuple avec un S. On ne parle pas de population ou de communauté, mais de peuple avec un S. Et c'est très important. Parce que le terme de peuple a été reconnu par des normes internationales, contrairement au terme de communauté ou de population. Donc, les peuples autochtones, peuples avec un S, c'est cette dénomination qui reconnaît le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que communauté autochtone, revendiquer vos droits économiques et sociaux. Cela est inscrit dans la charte de l'ONU. C'est inscrit très clairement. Ce n'est pas le gouvernement ni les États, c'est les communautés autochtones elles-mêmes, le peuple autochtone elles-mêmes qui a le droit à l'autodétermination. C'est très important de garder cela à l'esprit. Et les peuples autochtones étaient présents bien avant la création de l'État moderne. Les peuples aborigènes, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays, étaient là avant la création de l'État moderne. Donc, utilisez ces concepts parce que ces communautés étaient là bien avant et il faut garder cela à l'esprit. Merci beaucoup, Morcé. Un grand merci à nos interprètes de conférence qui vont devoir quitter la réunion. Frédéric, je te donne la parole. Merci beaucoup à nos interprètes de conférence qui facilitent la communication lors de ces types de réunions et qui permettent à chacun de se comprendre. Nous avons un rappel à l'écran. Après la session, vous pouvez avoir accès à ces sessions sur notre chaîne YouTube. Nous vous enverrons aussi le lien
et les interprétations seront disponibles par la suite également sur notre chaîne YouTube. Un grand merci, ou plutôt, vous aurez accès au dossier qui récapitule toutes les présentations sur Google Drive. Vous recevrez également la fiche de participation. Et vous aurez également l'opportunité de discuter les uns avec les autres, d'échanger sur la session. C'est ce que vous allez faire maintenant. N'hésitez pas à choisir la langue qui vous correspond, la langue que vous préférez. Je vais donner la parole à quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience. Fred, peut-être que tu peux t'en occuper? Ah, vous pouvez rejoindre vos salles tout de suite. Merci Frédéric, merci à Fred. Et n'hésitez pas à rejoindre la salle qui vous correspond et je vous encourage à rejoindre plusieurs salles anglophones. Nous avons plusieurs salles où la langue parlée est l'anglais. Donc, je vous encourage à rejoindre les différentes salles anglophones pour que vous puissiez discuter et réellement débattre, puisque c'est une belle opportunité que de parler avec d'autres personnes qui ont le même point de vue et qui viennent des quatre coins du monde. Le but est de faire partager nos idées. Donc, allez-y, n'hésitez pas à rejoindre les différentes salles. Alors, peut-être que Morcé peut se rendre dans une des salles aussi. Ah oui, ça me plairait beaucoup. Comment est-ce que ça marche? En bas de l'écran, tu devrais avoir la notification suivante. Rejoindre une salle. Ah voilà, j'ai trouvé. C'est bon. J'y vais tout de suite. Merci beaucoup. Un grand merci également à nos interprètes de conférence pour leur soutien et pour avoir facilité la communication linguistique.